bienvenue et merci d'être présents ce matin pour cette troisième journée du forum Smart City. Merci d'avoir bravé l'heure matinale et l'atmosphère actuelle qui n'est pas forcément propice à ce genre de réunion, mais c'est précisément un acte presque de résistance qu'ont voulu exprimer de cette façon la tribune et surtout la ville de Paris en maintenant ce forum dans sa globalité tel qu'il avait été conçu avant les événements que vous savez tous. Donc merci beaucoup à tous d'être là et merci particulièrement à nos intervenants qui sont tous extrêmement sollicités, qui sont venus pour certains de loin ou revenus de loin. Donc voilà, je tenais à faire ce petit mot d'accueil en préambule. Et je vais, pour entamer cette table ronde, précéder cette table ronde, donner la parole à Monsieur Pérez de la start-up Duréo, qui va nous expliquer en quoi consiste le business de la start-up en 3 minutes. La parole est à vous. Merci. Merci. Donc je suis Laurent Pérez. Je suis parti d'un constat en 2007. C'est que le bâtiment et l'urbanisme ont un rôle très important à jouer vis-à-vis des enjeux en fait, de développement durable, que ce soit l'énergie, mais aussi l'eau, les déchets, la santé, le confort. Et en même temps, un besoin énorme des acteurs qui construisent la ville, qu'elle soit intelligente ou pas. Et donc j'ai créé en 2009 Duréo pour accompagner les acteurs privés et publics à mettre en œuvre une démarche de développement durable sur leurs opérations de construction, de rénovation ou d'aménagement. Donc nous intervenons à 2 niveaux, un niveau en amont des opérations, donc plutôt stratégique, sur de la formation professionnelle pour faire monter tous ces acteurs en compétences, et par des missions de conseil ou d'études. Et deuxièmement, des missions beaucoup plus opérationnelles, qui est les 3/4 de notre activité, sur vraiment mener une démarche de développement durable sur les opérations. Donc en quoi cela consiste? Ça consiste déjà à définir des objectifs pertinents pour l'opération sur tout un tas de sujets, l'eau, l'énergie, les déchets, la santé, le confort, l'insertion sociale, etc. Et ensuite, suivre tout au long de l'opération lorsqu'on va recruter un architecte, lorsqu'on va travailler avec celui-ci en conception, lorsqu'on va recruter les entreprises, réaliser notre chantier et enfin mettre des utilisateurs dans le bâtiment livré. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à tous ces objectifs qu'on a fixés en début de projet? Donc, nos clients sont les maîtres d'ouvrage, donc les gens qui commandent du bâtiment, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les promoteurs privés, les promoteurs immobiliers, mais aussi les maîtres d'œuvre, donc les architectes qui se voient passer une commande et qui, des fois, ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Et enfin, les entreprises du bâtiment qui aussi représentent un fort besoin d'accompagnement. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. Merci beaucoup et bravo pour le timing. Bonne chance pour Duréo. Bien, alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet de cette table ronde, donc qui porte sur la compatibilité du développement urbain et de la lutte contre le changement climatique. Ce que je vais vous demander à chacun d'entre vous, même si pour certains c'est probablement un peu... ça n'est pas forcément indispensable, vous êtes déjà très connus, mais pour respecter une certaine équité autour de la table, de dire quelques mots quand vous prendrez la parole la première fois pour résumer qui vous êtes et surtout votre organisation en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais donner la parole d'abord à Monsieur Jouzel pour qu'il nous dresse un tableau un peu global de la situation. Bon, comme vous le savez tous, on est à la veille de l'ouverture de la COP, à savoir où en est-on de ce changement climatique, quelle est l'urgence d'agir. Merci. Bonjour à tous. Merci Dominique. Donc Jean Jouzel, je suis chercheur dans le domaine de l'évolution du climat. J'ai été, disons, vice-président du groupe scientifique du GIEC depuis une quinzaine d'années. Autrement, je travaille au CEA actuellement.
Voilà, donc, et je suis impliqué au niveau du comité de pilotage de la COP au niveau français. Donc, peut-être dire, je pense que c'est important de redire l'importance justement des objectifs qui sont affichés par la conférence climat. Disons évidemment, on se pose souvent la question pourquoi ces 2 degrés? Pourquoi ces 2 degrés? Eh bien, c'est un objectif qui a été fixé par la Convention climat, donc éminemment politique. Ce n'est pas le GIEC qui a décidé les 2 degrés. Mais c'est sur la base des travaux du GIEC. Voilà, c'est sur la base des travaux du GIEC, et avec cette idée que si on arrivait, je l'espère, à rester à long terme en deçà de 2 degrés par rapport au point industriel, on pourrait s'adapter au réchauffement climatique pour l'essentiel. C'est bien ça l'idée. Parce que simplement, si on ne le fait pas, eh bien, si on va vers 4-5 degrés, j'aime bien donner je donne cet exemple sur Paris pour montrer comment les villes seraient affectées par le réchauffement climatique. Par exemple, un climat à 4-5 degrés, eh bien, tous les étés seraient plus chauds que 2003 à la fin du siècle. C'est-à-dire 2003 était 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle, mais les étés caniculaires de la fin du siècle seraient 7 à 8 degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle, avec aussi ces problèmes d'îlots de chaleur urbains qui fait que ça serait extrêmement difficile de vivre dans les villes. Donc c'est à la fois très important pour les villes, alors elles vont être acteurs ou actrices de la lutte contre le réchauffement climatique, mais il faut aussi les villes sont aussi extrêmement fragiles vis-à-vis du réchauffement climatique. Ça, c'est un premier point. Donc je crois vraiment que l'objectif 2 degrés est justifié aussi, même si on vit dans les villes, c'est pas simplement justifié à l'échelle planétaire, c'est très important pour que nos villes restent faciles à vivre. Alors, le problème, c'est que, eh bien, c'est un véritable défi. Parce que les villes, c'est déjà un point important. C'est un défi pour les villes. C'est un défi, d'abord le défi global, on peut l'illustrer par... disons le fait que si on veut rester en dessous de 2 degrés, si on veut respecter cet objectif auquel tous les pays ont adhéré, eh bien, on n'a plus que 800 milliards de tonnes de CO2 à émettre, en gros. Ça peut, disons, de l'ordre de 800 milliards de tonnes, ça veut dire une vingtaine d'années au rythme actuel. Et c'est vraiment, évidemment, ce n'est pas ce qui va se discuter à Paris. On ne va pas faire 20 ans au rythme actuel et puis 0 après. Donc la conférence climat se découpe en 3 parties. D'ici 2020, il faut vraiment infléchir les émissions de gaz à effet de serre, les diviser par 3 pratiquement entre 2020 et 2050, et puis arriver à neutralité carbone à la fin du siècle. C'est très très ambitieux, ça reste techniquement possible, et au vu des chiffres qui sont... disons, qui sont connus des contributions des villes en termes à la fois d'utilisation de l'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, plus de la moitié, évidemment, les villes doivent jouer un rôle essentiel dans ce que j'espère, disons, cette véritable transformation de nos sociétés vers une énergie sobre en carbone. Oui, les villes, vous dites, c'est plus de la moitié de la population mondiale aujourd'hui, mais ça va devenir encore bien plus en proportion et en valeur absolue. Actuellement, si on prend les chiffres du GIEC, il y en a d'autres, mais c'est 52% aujourd'hui, c'était 52% en 2010, et ça sera, disons, au moins pratiquement les 2 tiers en 2050. Et il y a quand même un chiffre qui m'a marqué pour ce qui concerne les villes, qui n'est pas souvent cité, c'est que la seule donc il y aurait entre 6 et 7 millions d'habitants dans les villes en 2050, la seule partie construction des villes, disons, si on garde les normes actuelles, c'est-à-dire si on développe les villes sur les modèles actuels, disons toutes les villes qui vont se développer, eh bien ça équivaudrait à peu près à 450 millions ou 460 milliards de tonnes de CO2 émises. C'est-à-dire que rien que la construction des villes, prendrait la moitié de ce à quoi on a le droit en termes d'émissions de gaz à effet de CO2 si on veut rester en dessous de 2 degrés. Donc sans parler après du fonctionnement, on parle bien de la construction elle-même. Donc c'est très important parce que la construction est à la fois l'énergie, disons le fait qu'on utilise beaucoup bien sûr de ciment qui émet du gaz carbonique et d'énergie pour les construire. Donc ça c'est quand même un point important, c'est-à-dire aussi qu'il faut penser à la construction des villes, mais c'est ce dont on va parler évidemment. Oui, Monsieur Le Gall, vous êtes président donc du CNES, peut-être en quelques mots nous dire ce que fait le CNES et plus précisément par rapport à ces sujets de changement climatique et d'urbanisation peut-être.
Bien, bonjour. Le CNES, donc, c'est le Centre national d'études spatiales. C'est un organisme d'État qui est financé par le gouvernement français et qui intervient sur tous les sujets de l'activité spatiale, les lanceurs, la science, les télécommunications, la défense et bien sûr l'observation. Et dans le domaine de l'observation, eh bien, nous avons un intérêt très particulier pour le climat parce que lorsqu'on parle du climat, eh bien, le GIEC... M. Jouzel en a parlé, a décidé que pour décrire le climat, il y avait 50 variables climatiques essentielles, dont 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que depuis l'espace. Et depuis l'espace, c'est le travail des satellites. Et en fait, le réchauffement climatique a été mis en évidence très très vite, il y a de cela 30-35 ans, par les satellites qui se sont rendus compte, notamment les satellites de météorologie avec des radiomètres qui se sont rendus compte d'un réchauffement année après année de l'atmosphère terrestre. Ensuite, nous avons lancé des satellites d'océanographie qui ont mis en évidence l'augmentation moyenne du niveau des océans. Et il n'y a que les satellites qui peuvent se rendre compte que le niveau des océans augmente. D'ailleurs, il faut le préciser parce que lorsqu'on en parle à des gens pas forcément informés, ils pensent qu'il y a un flotteur quelque part, une toise comme sous le pont de l'Alma, mais en fait, ça ne marche pas. Et donc, on a mis en évidence depuis 20 ans que le niveau moyen des océans augmente à peu près de 3 mm chaque année. Et maintenant, eh bien, nous allons un pas plus loin puisque nous allons lancer des satellites qui permettent de mesurer de façon très précise les gaz à effet de serre, essentiellement le méthane et le gaz carbonique, et d'avoir une vision régionale de ces émissions. Donc ça va arriver dans quelques années et ça permettra d'avoir une meilleure vision des gaz qui sont émis, de l'endroit où ils sont émis, et à partir de là, d'aider les gouvernements dans leur prise de décision. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que vos données ne servent pas seulement à constater en fait ce qui se passe et le résultat des phénomènes qui sont déjà à l'œuvre, mais également fournissent des outils d'aide à la décision. Et ça, c'est particulièrement important puisque, pour revenir vers Monsieur Jouzel, vous disiez, en fait, il y a pratiquement un tiers des infrastructures qui doivent être construites maintenant pour les villes des prochaines années, et donc il s'agirait de les construire en prenant en compte et en utilisant ces fameux outils d'aide à la décision. Oui. Entre autres. Disons, bien sûr, on doit avoir la mesure des gaz à effet de serre extrêmement importante pour, disons, plutôt dans la continuité de ce que vient de dire Jean-Yves Le Gall. Si on regarde actuellement les statistiques, hein, donc on publie les émissions de gaz carbonique viennent d'être publiées ces jours-ci, donc en fait c'est intéressant puisque pour la première année, disons, l'augmentation des émissions est relativement faible, 0,5%, alors que l'augmentation du PIB reste de 3%. C'est une des premières années où il y a, à part 2008, où il y a un découplage entre disons, consommation d'énergie, développement économique et émissions de gaz à effet de serre. C'est très important. Mais il faut voir comment ces chiffres sont estimés à partir des statistiques des différents pays. Pour le moment, par exemple, le Global Carbon Project prend les statistiques d'importation, de production, et on voit les erreurs que ça donne. Par exemple, la Chine a fait un aller-retour en disant qu'une fois ils émettaient, enfin, disons, leurs émissions étaient mal évaluées, disons, elles étaient trop fortes, et après elles étaient trop faibles. Mais ça, par exemple, monsieur parce que c'est extrêmêmement difficile. Excusez-moi, le fait que, par exemple, la Chine, qu'on se rende compte quelques années plus tard que c'était pas du tout ça, les images satellites... Non, les images satellites et les nouveaux satellites qui vont mesurer les émissions régionales sont des outils qui permettent de mieux comprendre comment se passent ces émissions. Alors, je n'aime pas, je l'ai lu ici ou là, qu'on dise parfois que les satellites vont être les gendarmes du climat, parce qu'il y a un aspect contrôle coercitif qui, à mon avis, n'est pas approprié. Parce qu'on ne va pas contrôler, mais on va mesurer, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a de mesurer. Et quand on dit la Chine a fait un aller-retour, je ne suis pas certain du tout
c'est un euphémisme, que cet aller-retour était fait de façon délibérée. C'est parce qu'il y a des industriels qui se sont mis à polluer plus que ce qui était prévu. Et donc, ce sont les satellites qui permettent d'observer cela. Et les satellites que nous développons, en plus en coopération internationale, parce que lorsque vous avez un satellite, que vous allez dire à votre voisin « mon satellite me dit que vous polluez », parfois, il ne vous croit pas, même très souvent, il ne vous croit pas. En revanche, si vous faites le satellite ensemble et qu'à ce moment-là, on dit ensemble, notre satellite nous dit que nous polluons, eh bien évidemment, c'est beaucoup plus audible. Merci beaucoup. Alors maintenant, je me tourne vers Julia Lopez, qui va présenter l'organisation qu'elle représente ici, pour l'Europe, je crois, et nous expliquer justement au niveau des villes, comment est-ce que vous utilisez ce genre de données? Est-ce que vous êtes consciente du rôle qu'ont les villes à jouer dans ce défi immense qui est le changement climatique? Thank you very much, Dominique. Thank you very much for the opportunity to speak here with these two very important gentlemen. First of all, I would like to apologize. My French is not good enough to speak to the audience today. It's okay, and I think it's not true, but this is another question, but you can speak English. I promise that next year I will come with a better French. So, good morning, everyone. My name is Julia Lopez Ventura. I'm the European Regional Director for C40 Cities Climate Group. C40 is an organization that it's 10 years old today, and it's representing at this moment 82 megacities of the world. The objective, the C40 goal, is precisely to help cities work together at international level, at global level, with the objective of reducing greenhouse gas emissions in these 600 million inhabitants people that we represent, which is quite a large number. It's 11% of the world's population. So C40 is an organization created by cities and led by cities. We have one city that it's the chair. So for the fourth city that it's our chair right now. It's the city of Rio de Janeiro. So our representative during these 2 years is the city of Rio de Janeiro and Mayor Paes. As I said, our goal is precisely to help cities reduce greenhouse gas emissions with several objectives. First, to improve quality of life of citizens, but then to also help cities achieve an objective which is quite important and yet also very difficult, which is decouple gas emissions from economy. I would say, asking to your question, are cities aware that this is a real problem for them? I would say yes, definitely. In C40, we are partnering with the New Climate Economy. And in the last report that we produced, we could learn that, as our colleague Jean Jouzel mentioned, by 2020, 100 of the largest cities of the world will deliver 60% of global GDP, but also 50% of the greenhouse gas emissions. So, as we were commenting before starting this session with Jean Jouzel, next week, Paris will be the center of the climate economy. So nation states will sit together here to negotiate precisely reductions. And for the first time in history, cities will really have to play a key role here. I would say that Pardon. Est-ce que vous pourriez préciser ça? Pourquoi pour la première fois dans l'histoire, les villes vont avoir un rôle à jouer? Elles sont toujours pas représentées réellement dans les négociations? Well, take it as a personal comment, and I would like also to hear the opinion of my other two colleagues in the session. From Copenhagen, it's like 6 years ago, the COP in Copenhagen, cities are trying to position the action that they can undertake to help their nation states achieve greenhouse gas emissions. And I would say that Paris really is, with the Lima Paris Action Agenda on the table, putting for the first time in all the COP21 history that the cities that can play really matters. Et vous savez qu'ici, il y aura le 4 décembre un appel de 1000 maires
pour un accord climatique ambitieux à l'initiative d'Anne Hidalgo. Donc effectivement, mon propos n'était pas du tout de dire que les villes ne font rien et que ce ne sont pas un acteur essentiel de la lutte contre le changement climatique, mais elles demandent à être plus reconnues et entendues dans les négociations elles-mêmes. Pour l'instant, ce n'est pas encore exactement le cas. I'm convinced, and again, this is my personal feeling, so we will see next week during the Climate Summit for Local Leaders that your Mayor Hidalgo is organizing. We will see, but my personal feeling is that it will be like this. I'm positive about this, very positive. C'est ce qu'il faut espérer, parce que expliquez-nous en quelques mots pourquoi les villes aussi, bon, on a vu, sont une partie importante du problème, changement climatique, mais pourquoi les villes sont, de votre point de vue, la bonne échelle pour mettre en œuvre les solutions pour lutter contre ce changement climatique? I would say here for two reasons. First, because as I said, for instance, in C40, but we have other networks in the world that works in the same scenario, the climate fight. I would say that the megacities, the 82 megacities that we represent, they might seem different, but in the end, the sources of emissions are the same. As our colleague Jean Zouzel was pointing, precisely construction is responsible for a large percentage of emissions in the whole world, not only in the developed world. Now in the developing world it's becoming a problem. But we also have waste, traffic and water. And although, as I said, although cities are different, the source of emissions are the same. And this is precisely what we tackle, international cooperation. We believe that the best way to learn the success of a project is applying a project that has already worked in another city. And I have some examples of that. Yes, well, please give us some. And no, I'm supposed to be French. Donc, merci de nous donner quelques exemples et de nous dire si vous utilisez vous-même, enfin les villes utilisent des données satellites déjà. Est-ce que vous avez des exemples en tête où vous avez utilisé ce genre de données? Well, actually, here I think that the proof that cities are really committed is it's an example that it's quite clear and that it's surpassing nation states negotiations. And I think I'm being a bit bold here, so I would appreciate some corrections if I am. In 2014, in New York, in the United Nations, cities launched an initiative called the Compact of Mayors, which precisely is facilitating that cities commit to set targets for reducing emissions at international level and using the GPC standard that my colleagues were commenting on the table. So I would say that this is a proof. And about your question about an example, for instance, I will use an example. We're used to use examples of how cities from the Global South are learning from the Global North. I will use all the contrary because in the last years, the Global South is really putting their names on the table. For instance, whereas here in Europe, cities are struggling to see how they apply electric sources for transportation in cities. We could have the example of the city of Shenzhen that has already started using 1,300 electric buses in their city. Tout de suite, quand on prend des exemples chinois, les chiffres sont assez impressionnants, effectivement. En même temps, pour faire un parallèle entre le poids des villes dans le changement climatique, le poids de la Chine, effectivement, on peut faire ce parallèle. Et si la Chine agit, et on dirait que c'est ce qu'elle commence de faire, ça peut avoir une incidence importante, effectivement, sur la situation dans sa globalité. Il y a un point dont vous avez mentionné effectivement les villes du Sud, parce que quand on parle de l'urbanisation et des milliards d'habitants supplémentaires qui vont arriver dans les villes dans les prochaines décennies, c'est essentiellement des villes qu'on appelle du Sud que ça va se passer. Vous représentez C40s Europe, donc en fait c'est des enjeux très différents quand même entre les villes qui existent déjà et qui probablement ne vont pas croître de manière démesurée, et celles qui vont littéralement exploser dans le sud. Et est-ce que, c'est ce que vous avez commencé d'aborder, vous réussissez à faire des échanges de bonnes pratiques et des pistes de travail communes entre ces différentes situations?
Yes, thank you very much. This is a very interesting question. So even, as I said, I represent Europe. My role is to coordinate the work of the 19 cities that belong to C40 in Europe. And even in Europe, cities are so different themselves. So comparing Istanbul to Oslo is also a little bit complicated. But going back to your question, yes, indeed. I would like to explain you here that C40 has a workforce of technical work. We divide the interest of our cities in what we call network, which are networks, which are working groups, precisely tackling these challenges. We have a working group for energy efficiency in private buildings, a working group for energy efficiency in public buildings, so in private and public. So this is tackling exactly the already constructed urban areas, but we also have working groups for cities that are right now doing new developments, which are not only in the global south. I would like to put you an example here of the area of Europe. The city of Stockholm right now is constructing their new royal seaport, which is aimed to be fossil fuel free. Sorry, this is complicated to pronounce in English. I will do it again. Fossil fuel free by 2030. It's also a very good learning for cities and in Global South that are right now in this expansion. Oh. Merci beaucoup. Je voudrais passer à un point que vous avez tous évoqué de différentes façons, qui est celui de, quand même si vous réfutez l'idée d'être le gendarme, qui est celui de la vérification, à la fois au niveau local dans les villes, puisque je crois que les membres de C40s mesurent de manière assez précise les résultats des initiatives qui sont mises en œuvre, ne serait-ce que pour juger si elles valent le coup d'être partagées et d'être répliquées ailleurs. Et quand même, vous avez la possibilité, en tout cas, de mesurer les résultats de ce qui peut être mis en œuvre. Alors, je ne sais pas à quelle échelle, peut-être l'échelle d'une ville, c'est un peu précis, mais d'une région. Et ensuite, je redonnerai la parole à Monsieur Jouzel sur cet aspect de vérification qui est quand même assez central dans les négociations aussi à l'échelle des États, les négociations internationales de l'ONU sur le climat. Je vais vous redonner la parole, Monsieur Méliat. Les satellites, tout à l'heure, j'ai parlé de leur utilisation pour l'étude du climat. Ensuite, les satellites aussi jouent un rôle très important pour tout ce qui est aménagement urbain, parce que ça permet d'avoir en permanence une vision de la planète, une vision des villes, où on voit sur des time-lapse, comme on dit, une ville s'est développée, et à partir de là, ça permet aussi d'aider à l'aménagement, parce qu'on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire pour polluer, déforestation, la façon dont on s'occupe des réseaux hydriques, la façon dont on implante les usines, ce genre de choses. Donc les satellites sont vraiment un outil pour l'aménagement. Et là aussi, c'est en permanence un peu, on est des deux côtés du miroir, on aide à l'aménagement et on contrôle l'aménagement. Donc c'est parce que c'est comme finalement un compteur de vitesse sur une voiture, ça permet de savoir à quelle vitesse on va, et puis ça permet aussi de savoir si on dépasse la vitesse autorisée. Donc c'est à peu près pareil. Mais je suis convaincu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de projets dans de plus en plus de nations, je suis vraiment convaincu que les satellites joueront de plus en plus ce rôle de sentinelle à la fois du climat et de l'activité anthropique, c'est-à-dire de l'activité de l'homme sur la Terre, au premier rang desquels, bien sûr, le développement urbain, parce que comme l'a rappelé Madame, on assiste à une explosion des villes, à un transfert considérable des populations de zones rurales vers des zones urbaines, et avec tout ce que cela crée en termes de pollution, parce qu'il faut se chauffer, il faut faire des constructions, il faut construire des bâtiments, donc ça veut dire du ciment. Donc il y a tout un écosystème, et les satellites sont vraiment des vigies de la façon dont cet écosystème se développe, et à partir de là, eh bien, à partir des données que nous fournissons, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'avis de dire oui, il faut limiter
d'endommager, il ne faut pas endommager la planète, donc il faut limiter le réchauffement, il faut contrôler notre activité. La vraie question, c'est d'être certain qu'on le fait bien, parce qu'on n'a pas de moyens de mesure, et seuls les satellites permettent cette mesure. Merci. Oui, Monsieur Jouzel. Oui, oui, moi je vais tout à fait dans ce sens-là. Quand on regarde le dernier rapport du GIEC, bon, je ne connais pas la phrase par cœur, mais bon, je vais me faire, Julia va pas être contente, mais qu'est-ce qui est... Il est écrit clairement qu'à peu près 1000 villes ont des plans climat, mais le résultat de ces actions est incertain. Hein, ça veut dire qu'on ne peut pas les évaluer. Ça, c'était il y a 3 ans, mais c'est vraiment ce qui est écrit. C'est-à-dire que, disons, dans la partie liée, justement, dans les chapitres liés consacrés aux villes, il est clair que disons qu'il n'y a pas les moyens, pour le moment, il n'y avait pas, en tout cas il y a 3 ans, les moyens d'évaluer effectivement le résultat net des actions prises par les villes. Alors moi, bien sûr, je pense que, alors j'ai bien noté, Jean-Yves Le Gall n'est pas le terme gendarme, mais bon, sentinelle, c'est très bien, hein. Donc moi j'adopte, vigie, hein, c'est un peu différent, mais c'est quand même bien. Il faut absolument être capable d'évaluer, par exemple, les émissions des villes. Mais justement, du point de vue des satellites, c'est peut-être la première chose, disons, les sources relativement importantes sont peut-être les premières qu'on pourra évaluer à peu près correctement. Il y a aussi des aspects de mesures isotopiques. Il faut aussi combiner avec des mesures au sol, hein, de composition isotopique et tout cela. Il y a beaucoup de choses à faire. Disons, il y a beaucoup d'actions qui se développent en collaboration avec le CNES dans nos laboratoires, bien sûr. Mais il y a beaucoup à faire, mais c'est très très important d'être capable d'évaluer. Donc, au cœur de cette évaluation, ce sont effectivement les satellites qui nous renseigneront, peut-être pas tout seul. Il faut derrière beaucoup de modélisation, il faut beaucoup de gens qui font des modèles et tout ça. Mais voilà. Mais je suis convaincu qu'il faut le faire et que les satellites vont y jouer un rôle essentiel. Non, juste une précision, ce n'est pas que je n'aime pas le terme gendarme, mais c'est que dans plusieurs... j'aime beaucoup les gendarmes, mais dans plusieurs négociations internationales, lorsqu'on parle de faire un projet avec des partenaires qui sont réputés être pollueurs et qu'on leur dit, je pense en particulier à la Chine, avec l'Inde, avec la Chine, nous avons lancé le développement d'un satellite de mesure des vagues, donc de l'océan. Avec l'Inde, nous avons en orbite 2 satellites, l'un pour l'étude des moussons, l'autre là aussi pour l'océanographie. Et quand on leur dit ça va permettre de contrôler, immédiatement les gens se braquent. Alors parce que ils sont un peu montrés du doigt, bon, c'est la problématique surtout de la maîtrise climatique. Ces gens qui sont en plein développement nous disent, écoutez, vous êtes développés, vous avez pollué, maintenant vous nous dites que nous, on ne doit pas se développer parce qu'on polluerait. Donc il ne faut surtout pas entrer dans ce débat, mais il faut expliquer ce qui est la vérité, que c'est le seul moyen d'apprécier si, oui ou non, on pollue ou on pollue moins. L'efficacité des mesures mises en œuvre. Voilà, quand on s'exprime comme ça, là où a priori on a une situation de blocage parce qu'on ne veut pas être contrôlé, bien, on a au contraire une situation très positive en disant bon, ben, si ça peut nous aider, c'est formidable, allons-y. Alors Julia, vous avez droit de vous défendre ou en tout cas d'expliquer ce que font les villes pour essayer de ne pas être à nouveau montré du doigt dans le prochain rapport du GIEC. Qu'est-ce que vous pouvez faire et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu autour des standards de mesure de l'efficacité de ce qui est mis en œuvre? Comment est-ce qu'on mesure en fait tout ça pour comparer éventuellement différentes solutions et choisir la meilleure, par exemple? That's a very good question. Thank you very much. Being an engineer myself, I'm also a data lover, like these 2 gentlemen here. So I fully agree with you. But the first thing that we need to put on the table is a standard that everybody uses. If we don't use the same way of measuring emissions, then it's no way we will be able to compare them. So this is why initiatives like the GPC that it has been mentioned several times is so important. Second, I think that we need to convince nation states of the power that cities can undertake in reducing gas emissions. And if the quality of life, the necessity to reduce and to protect the environment doesn't work, then we need to go to the pocket. I would like to insist on an idea that I put on the table some minutes ago about the need to decouple
the level of urban development from economy, the level of emissions from economy. And the best way is to give data for us here in the data lovers table. Pollution is costing 50% of the GDP in Chinese cities. For instance, in Rio de Janeiro is 60%. This is a huge number. So also we should use economy to convince our cities. But I would say cities are already convinced and cities are already committed. There is way for action. There is plenty of way for action. And here I would like to make reference to, in C40 we have a research group, and they are also managing data and lobbying data to effectively measure, quantitatively measuring, this is a little bit redundant, you measure quantitatively, what cities are achieving so far, and especially the potential for action of cities. Next week, actually in 2 weeks' time, December 8th, precisely in this building, we will launch a report which is called Potential for Action, in which C40 has detected in these 82 megacities that we represent 27,000 actions that can be applied in the mid-term future, 20,000 action of which can be applied in the short term. And I have these numbers written here, don't think that I know them by heart. This could really help cities show this strong leadership that it's needed to move towards the total 3.7 gigatons CO2 that we need every year. So hopefully, with all these numbers on the table, also our cities will be even more committed to continue implementing actions that are strongly needed. Donc, on a bien compris, vous nous donnez rendez-vous le 8 décembre prochain, ici même, pour le lancement d'un rapport. Mais justement, comment est-ce que vous évaluez j'ai pas retenu les chiffres que vous venez de nous citer, mais le potentiel de réduction d'émissions, c'est sur la base de modèles, sur la base d'initiatives similaires qui ont déjà été mise en œuvre et dont vous avez pu mesurer les résultats? Parce qu'on revient toujours finalement au même sujet de comment être sûr que ça va apporter ce genre d'économie d'émissions. Exactly. So we use standards. So let me go back to the academic world. We use standards. Our cities are reporting every year their emissions. At this moment, we're using a platform that it's called CDP. There are others, but the interesting thing is that they all use the same standards so that they can be comparable. They report emission on these sources that I was mentioning in the beginning, and they do it every year. It's mandatory also for us to ask them, and it's mandatory for them to report them. Mais ce n'est pas des émissions mesurées, c'est des émissions calculées sur la base de modèles. Enfin, comment ça fonctionne? On ne peut pas les mesurer. Ça, c'était une question que je voulais vous poser. Au bout de combien de temps, est-ce que c'est du temps réel, la mesure des émissions? Enfin, oui, forcément, les émissions, c'est à un moment donné. Oui, c'est du temps réel. En fait, et à quelle fréquence? Les satellites qui sont en développement, vous avez aujourd'hui, tous les soirs à la télévision, l'image météo de l'Europe, où vous voyez les nuages d'eau en temps réel. Et ça vous dit si demain il va pleuvoir ou pas. Là, vous verrez les nuages de méthane ou les nuages de gaz carbonique. Et donc ça vous dit non pas s'il va pleuvoir, mais ça vous dit s'ils ont été émis ou pas. Et l'objectif est d'avoir la même chose, et puis ensuite on mesure, bien sûr, en fonction de la densité, on intègre tout ça sur le temps, mais l'idée est d'avoir en permanence une carte du monde avec ces nuages de méthane, ces nuages de gaz carbonique, et à partir de là, d'en déduire le bilan global. Alors parce que le problème du gaz carbonique, notamment, c'est que on peut peut-être agir d'un jour à l'autre sur... D'ailleurs, les Chinois font ça, parfois ils ferment toutes leurs usines là pour... Mais une fois qu'il est émis, comme va nous le rappeler M. Jouzel, il est là pour un moment. Non, bien sûr, il est là pour un moment, mais bon, ça... mais ce n'est pas votre rôle à vous de... Voilà, mais on ne peut pas faire grand-chose, mais en revanche, on peut limiter les émissions. Tout à fait. Oui, non simplement un commentaire, je pense que c'est important d'avoir des standards qui soient communs à toutes les villes. Ça, c'est extrêmement important, et d'avoir effectivement des rapports réguliers. C'est ce qui manquait probablement dans les années. Bon, c'est pas facile, il faut les mettre en place, mais il faut vraiment des standards. Pas seulement les villes, d'ailleurs. Bien sûr, oui, pour les villes et pour... donc, il y a les rapports du GIEC sur les mesures des gaz à effet de serre, ce sont des gros volumes comme ça. Personne ne va les lire, mais ça montre bien l'importance d'avoir des règles communes pour être capable de suivre les émissions de gaz à effet de serre.
Parce que, disons, moi je suis convaincu que dans une dizaine d'années, les satellites apporteront des mesures indépendantes, mais on aura toujours besoin des statistiques des villes et qu'elles soient de plus en plus correctes, c'est-à-dire de comparer ce que les villes souhaitent dire, ce qu'elles estiment, avec la réalité donnée, enfin ce que donneront les satellites ou d'autres mesures, ou un ensemble de mesures de modélisation sur l'origine, parce qu'il y aura débat, hein, donc on comprend bien, donc il faut absolument que les villes se préparent à, disons, à construire effectivement un cadre dans lequel les émissions soient correctement évaluées. C'est très important, je pense. Oui, mais oui, bien sûr. And it will be very interesting to compare the data from the satellites to the data that cities are reporting. I'm really looking forward to see the reality and if there is a gap. Alors, je vais demander à la salle s'il y a des questions. Sinon, moi, j'en ai encore une, en tout cas. Mais oui, monsieur, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. Thomas Hervé Casmi, directeur de projet en transformation digitale de l'information. Ma question, en fait, était toute simple. L'année dernière, au même forum, on nous a présenté une ville en Corée qui était présentée comme le sommet de ce qui se faisait en termes de Smart City. Et par rapport au retour d'expérience, ça avait l'air relativement invivable en termes humains. Ma question est la suivante. Cette ville, a priori, elle a été construite de zéro, from scratch. Par rapport à des villes comme on a en Europe, qui ont une histoire, Paris par exemple, Florence, enfin, ce genre de ville, comment justement, concrètement, vous envisagez justement le passage à la Smart City? Bon, vous avez un peu de temps pour la réponse? Was it Songdo? Oui, probablement. Yes. Songdo is not part of C40 yet. I will reply from another hat that I had 1 year ago. I joined C40 recently. Before that, I was working in Barcelona. I'm from Barcelona. So take this as a personal comment, not as a C40 comment. I think that technology should also play a role in decoupling emissions. So your question is more about the use of technology and how to really engage and make an impact in the quality of life of citizens rather than emissions, right? Not exactly, because I think if we want to achieve the first goal, we have also to achieve the second one. But I noticed that in this example, we achieved the first one, but the other one is not achieved. Je me permets de faire un commentaire parce que en fait, c'est une question qui a été un fil rouge tout au long de ces 3 jours de la Smart City versus la ville citoyenne, l'engagement citoyen, la ville résiliente, etc. La technologie pure contre la technologie au service de l'humain, au service des citoyens. Et je pense que c'est un vaste sujet. Il y a des exemples, mais c'est pas à moi d'y répondre, mais il y a des exemples où c'est mieux fait que d'autres. Il y a peut-être aussi des enjeux culturels qui entrent en ligne de compte. Mais bon, je voulais juste faire ce commentaire parce que vraiment, ça a été au long de toutes les tables rondes quelque chose qui est ressorti en permanence. Et c'est vrai qu'au début, il y a une dizaine d'années, quand on parlait de la ville intelligente, on parlait quasiment pas de l'aspect humain. Aujourd'hui, ça s'est totalement renversé et on essaie de concilier les deux. So yes, I fully agree with you. I mean, 10 years ago we didn't speak about smart cities, but we had other hypes. Smart cities is another hype that, this, again, please take it as a personal comment. Smart city was another hype that was put on the table by companies that wanted to still sell technological products. But it is our role as citizens
to put on the table another version of the smart city that we want, a city that is friendly, that has culture, that takes into account not only the cultural aspects, but the necessities of their citizens. So it is us, as citizens, that we need to ask our managers, our politicians to take us into account, not only machines, platforms, and sensors, which was the initial discourse of the smart city. I'm happy to learn that these last years, political managers from cities are taking this message from their citizens and are creating another discourse around the smart cities. Even inside C40, there is an interest in these 82 megacities that we represent, and they don't want to call it a smart city anymore. They are inventing other words, even more difficult. I'm going to try to pronounce it. They are inventing the Polish digitocracy, which is about digital democracy for cities. I like it better, but it took me 3 months to learn the word. In the end, il faut en inventer un autre. Mais le concept est bon. Et je pense que Paris fait partie des villes qui cherchent à faire ça précisément. To be a Polish digitocracy. Good luck. But in the end, it's about not putting technology in the center. That's really dangerous. Même si on avait vu qu'on en avait besoin de certains types de technologies. Nous avons écoulé de temps de parole. Je voudrais juste quand même poser une dernière question à Monsieur Jouzel. Je suppose que c'est un peu délicat de vous demander un pronostic pour la COP, mais peut-être qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qui serait vraiment le cœur pour vous de quelque chose de réussi, sans rentrer dans les détails? Quelque chose de réussi. Une première réussite, c'est que l'idée, dans la stratégie de demander aux pays leur contribution plutôt que d'essayer de fixer les contributions comme ça avait été fait aux pays développés à Copenhague peut être considéré comme un succès puisqu'il y a à peu près 160 pays qui ont apporté leur contribution. J'ai vu 180 hier. Ouais, probablement même. Ils ont apporté même 180 hier. Bon, je ne vais pas regarder hier, mais bon, c'est très bien sur 190, 195 parties. Mais le revers de la médaille, c'est que ces contributions ne sont pas assez ambitieuses par rapport à l'objectif. On est à peu près à mi-parcours, à mi-chemin. Il faudrait que tout d'un coup, une baguette magique, elle soit multipliée par 2 pour qu'on ait des chances. Donc le point positif, c'est que s'il y a une clause de révision, disons, bien mise en place pour 2020, avec justement de l'innovation, de la recherche entre aujourd'hui et 2020, qui rend plus facile les solutions, ça sera un des critères de succès. Voilà. Oui, Monsieur Le Gall. Moi, je considère que finalement, quel que soit le résultat de la semaine prochaine, la COP21 est déjà un très grand succès parce que j'ai beaucoup voyagé ces derniers mois pour préparer le volet spatial. Il y a une prise de conscience des enjeux climatiques partout dans le monde comme ça n'existait pas auparavant. Monde de Copenhague, l'année dernière c'était à Lima, bon c'est vrai on en parlait, mais on n'en parlait pas comme on en a parlé tout au long de cette année 2015. Et ça, c'est quelque chose qui est un acquis, qui va devenir un actif parce que le climat aujourd'hui est devenu une préoccupation planétaire partagée, alors qu'auparavant c'était la marotte de quelques écologistes, disons. Et donc ça, de ce point de vue, la COP21 est déjà un très très grand succès parce qu'on voit bien, et c'est très important, que la plupart des participants disent « bon, ben, très bien, la semaine prochaine on va se réunir, mais préparons déjà la suite ». Alors que Copenhague, même Lima, c'était la semaine prochaine, bon, c'est un point de passage obligé, et puis après nous, j'ai envie de dire, le déluge. Alors que là, c'est rentré dans les esprits, et donc de ce point de vue, l'action qui a été conduite par les spécialistes, par les politiques en France, est déjà un succès gigantesque, un succès planétaire. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre intérêt pour cette table ronde. Merci beaucoup aux participants, aux intervenants, encore une fois d'être venus et pour la grande qualité de vos interventions. Je vous souhaite une bonne journée. Vous avez rendez-vous de nouveau ici dans, je pense, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Entre-temps, vous pouvez aller faire un petit tour dans le village des startups. Merci encore, excellente fin de journée, excellent week-end à vous. Au revoir.